l'EMDR, 4 lettres qui font beaucoup parler d'elle. S'agit-il d'un remède miracle pour les traumas ou de la plus grande arnaque du 21e siècle? J'ai regardé ça pour vous en détail, une vidéo pleine de rebonds. Aziz Light! Yeah, that's cool. Tout commence en fin des années 80 avec Francine Shapiro. Alors qu'elle se trouve sur un banc dans un parc et qu'elle rumine des souvenirs douloureux, elle effectue sans le savoir des mouvements de gauche à droite avec ses yeux et au bout d'un certain temps, elle se rend compte que finalement, évoquer ce souvenir n'engendre plus la réaction douloureuse. Tient-elle alors un remède miracle? Elle le teste sur un échantillon de 22 participants répartis en 2 groupes de 11 et elle leur fait faire un balayage oculaire lors de l'évocation du souvenir traumatique. Elle découvre bien un effet de réduction du trauma, mais de grandes critiques sont faites à son encontre, certaines justifiées et d'autres moins. Premièrement, on lui reproche d'avoir mené elle-même ses propres expériences. Évidemment, quand nous sommes dans la recherche, on le sait, c'est pas un autre qui va faire vos recherches. Donc là, malheureusement, en recherche clinique, c'est souvent le cas. Nous ne sommes pas en pharmacologie et rares sont les protocoles en double aveugle. La faiblesse de l'échantillon, ça c'est vraiment où le bas blesse. Lorsque l'on utilise une comparaison moyenne comme un T de Students, les choses commencent à se corser, mais surtout quand on utilise quelque chose comme le D de Cohen. En effet, pour qu'il soit applicable et qu'il y ait une vraie significativité, ces échantillons auraient dû être au minimum de 64. Beaucoup d'expériences ont reproduit ces effets, mais l'ont comparé à ce qu'on appelle un waiting list, c'est-à-dire que l'on compare l'efficacité de l'EMDR à rien du tout. On compare donc les effets obtenus par l'EMDR à un groupe que l'on laisse en salle d'attente et à qui on ne fait rien du tout. Donc la seule chose que l'on a pu évoquer, c'est que l'on a vu que l'EMDR avait plus de résultats que si on faisait rien du tout. Mais attendez, est-ce que c'est vraiment un effet dû au balayage horizontal, comme on le prétend, avec les hémisphères et ainsi de suite? Notamment, il était spéculé que ça reproduise les mouvements des yeux lors du sommeil paradoxal, et que cela restructure le cerveau. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on peut pas tester avec des mouvements oculaires verticaux? Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce qu'ont fait Gunther et Bodner. Alors, d'après vous, qu'ont-ils obtenu comme résultat? Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, mais ils ont obtenu exactement les mêmes réductions de significativité du trauma, que ce soit avec des mouvements horizontaux ou des mouvements verticaux, ou même une tâche où il s'agissait de taper un rythme complexe ou de suivre un schéma. Mais alors, quelle en est l'explication? Pour cela, il faut trouver la source dans la psychologie cognitive et l'explication de la mémoire de travail qui, notamment par l'administrateur central, va harmoniser un calepin visuospatial et une boucle phonologique, ainsi qu'un tampon épisodique, etc., etc. Mais ça va nous intéresser parce qu'en fait, il s'agissait d'éviter la reviviscence, c'est-à-dire d'accrocher à une image une conséquence traumatique revécue. Pour cela, il s'agissait de saturer le calepin visuospatial par une tâche active. Mais est-ce que c'était bien ça? Et si on comparait avec une tâche passive? Est-ce qu'on obtiendrait le même effet? Eh bien, c'est exactement ce qu'ont testé l'équipe de Van Houten. Ils ont proposé les mouvements oculaires de l'EMDR versus fixer une lampe qui changeait de couleur. Alors, d'après vous, quels ont été leurs résultats? Eh bien, en concurrence avec cette modalité placebo, ils ont découvert que l'effet placebo n'avait pas la résultante escomptée. Il y avait donc bien un lien entre la saturation du calepin visuospatial et les effets de guérison que nous avions observés dans les études précédentes. Mais que se passe-t-il si la reviviscence de mes traumas n'est pas liée à une image, mais à un son? Ouais, ça a été testé, mais bien sûr, bien sûr. Et là, on s'est aperçu que c'était un flop, que l'EMDR est absolument inefficace si ce qui va réactiver votre traumatisme est un cri, un crissement de pneus, un son, etc., 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 etc. Mais alors, si on sature votre boucle phonologique, est-ce qu'on va obtenir un résultat ou pas? Mais ouais, ça a été testé, ouais. Ah ben j'ai planché, hein. Ah ben je suis allé au bout du bout du bout. Ah ben là, je vous ai pas laissé sur le carreau. Hein. Non, ça je dis rien. Et effectivement, on obtient exactement les mêmes résultats positifs d'élimination des styles de réévocation traumatique
avec une tâche de saturation de la boucle phonologique en vous faisant répéter une phrase ou de calcul qui permettent de saturer la boucle phonologique. En conclusion de cette première partie, non, le NDR n'est pas efficace parce qu'il y a des mouvements horizontaux et ça n'a rien à voir avec une alternance hémisphérique. Non, le NDR n'est pas efficace lorsque la modalité n'est pas visuelle. Non, le NDR n'est pas plus efficace que la thérapie d'exposition et elle a obtenu un D de Cohen de 0,1 à 0,4 qui n'est pas significativement différent d'une TCC d'exposition. Non, le MDR ne va pas résoudre en une séance ce que la TCC prendrait 10 séances pour faire, car les protocoles de comparaison ont bien comparé 10 séances de 90 minutes dans chaque modalité, et il n'y a eu aucun résultat significatif. Non, le MDR ne va absolument pas être efficace en cas de stress post-traumatique complexe. Il y a encore beaucoup à dire et d'autres rebondissements extraordinaires, mais pour le moment, je vous propose de nous en tenir là. Ce soir, je recevrai le docteur Ducrot pour un duo psychologie et psychiatrie de 20h à 22h, et je vous retrouve en live tous les soirs de la semaine pour ma part en solo, de 20h à 22h, autant que faire se peut, pour répondre au plus grand nombre de vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.